Fait que là, j'ai une petite intro rapide là, qui fait le tour un petit peu rapidement de ce que tu as vécu. Puis après ça, on y va vraiment en ordre chronologique de où tout part le baseball, puis on se dirige tranquillement un peu vite où est-ce que tu es rendu maintenant. Puis c'est vraiment une discussion là, juste de moi qui s'intéresse beaucoup trop aux gens dans le baseball en général. Je fais ça surtout, là, petit récapitulatif, là, en fond, quand j'ai parti le balado, je me suis dit, il y a tellement de gens qui n'ont pas la visibilité qu'on est censé avoir dans le baseball. Fait que d'aller croiser ces gens-là puis discuter avec eux, de savoir tout ce qui passe à travers les étapes pour réussir à se rendre où ils vont en ce moment. C'est le fun de le savoir parce qu'il y a beaucoup de gens au Québec qui connaissent pas toutes les étapes que les gars, les filles qui vont aux États-Unis doivent passer pour réussir à aller à se rendre au niveau le plus haut qu'ils peuvent aller. Fait que là, de pouvoir leur faire découvrir ça, moi, je trouve ça cool parce que vous travaillez beaucoup pour être capable de se rendre là. C'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de déplacements. Puis de permettre à ces gens-là de découvrir ça. Parce que c'est pas tout le monde qui ont de la famille qui travaille dans le baseball en général. Tu sais, mon père a travaillé pour Baseball Québec. Fait que moi, j'ai eu la chance de croiser plein de gens qui m'ont raconté des histoires, mais il y en a des jeunes qui ils font juste jouer au baseball parce qu'ils ont le goût puis ils n'ont pas la chance Ouais. de découvrir ces histoires-là. Fait que je me dis, c'est le best, c'est de leur faire découvrir ça. Ah, excellent, ça. Mais j'apprécie, c'est pour ça que je leur dis, là, puis ça me fait plaisir, là, parce que visibilité au Québec, c'est sûr qu'il en faut un peu plus, là, puis on va en parler plus tard, là, mais des personnes comme toi qui partagent leur passion, c'est de même que ça commence. Là, fait que merci Ouais. beaucoup. Ouais, ça fait plaisir. Fait qu'aujourd'hui, au Monticule, je réalise un rêve de petit gars. Parce que pour les gens qui me connaissent un petit peu, ils savent que je suis un fan des Red Sox fini. Depuis 2007-2004, je suis les Red Sox régulièrement. Et l'an passé, au repêchage 2022, quand j'ai vu qu'un Québécois de chez nous était repêché par les Red Sox, je sautais partout dans la maison, je tripais au bout, j'étais super content de voir qu'il y avait un Québécois qui allait être dans l'organisation des Red Sox dans des années où j'en suis conscient en quelque sorte que j'ai la chance de voir ça parce qu'il y en a eu auparavant qui ont eu la chance de jouer avec les Red Sox. Donc, Nathan Landry qui a été repêché au 15e tour, soit le 459e choix au total pour les Red Sox de Boston. On l'a aujourd'hui, une journée avant un match, dans la fin de journée, aujourd'hui vers 7h30. Il prend quelques temps pour venir nous parler de sa carrière, de son parcours, qui est un petit peu atypique, qui n'est pas on va dire, habituel, parce qu'il y a une certaine façon des fois de voir les choses. Puis on va découvrir ça avec lui aujourd'hui. Premièrement, bon matin, j'espère que tu as bien dormi. Je sais que vous avez une série de parties en ce moment avec ton équipe, donc c'est beaucoup mouvementé. Et j'aimerais savoir, là, parce que tu sais, moi, je veux pas, avant d'arriver dans des trucs comme ça, je fais des recherches, j'essaie de découvrir un peu c'est quoi les cheminements que mes invités ont eus pour en savoir un peu plus et de poser des questions. Et moi, j'ai remarqué que tu as fait beaucoup de choses, mais la chose que j'ai pas réussi à trouver, c'est le baseball part de où dans ta vie? Qui t'a initié au baseball? Le baseball, moi, il commence. J'ai commencé à 11-12 ans. Là. J'ai joué au hockey très jeune. Puis j'ai commencé vers l'été de 11-12 ans parce que mon cousin il jouait au baseball. Puis moi, j'ai tout été un fan de ballon chasseur, balle au mur. Je me suis dit, on va essayer ça, le baseball, pour cet été-là. J'avais pas vraiment trouvé tu sais, de sport d'été. Moi, je voulais faire quelque chose d'autre que le hockey. Tu sais. L'hiver, c'était le hockey. L'été, j'avais essayé le soccer. J'avais pas aimé ça bien, bien. Fait que, on a essayé au baseball. Puis en voyant l'été d'avant mon cousin, j'ai dit, on va essayer ça. Fait que, j'ai joué dans la même équipe que lui. Puis tu sais, j'ai commencé, puis j'étais un voltigeur. Là, je lançais pas. Je voulais jamais lancer. Puis j'ai une petite histoire plus tard sur ça, sur ma première sortie sur le monticule, mais ouais, c'est de là que ça commence. OK. Puis, à travers je dirais, les semaines, les années, là, tu sais, parce que tu as commencé à 11-12 ans. 11-12 ans, on parle de pee ce qui veut dire, tu sais, pee moustique dans ces environs-là. Comment le processus par la suite s'est fait? Parce que je veux pas, tu as sûrement passé par le midget 3, par le junior élite, mais tu sais, commencer puis est-ce qu'on sait un petit peu là, qu'il y a ces possibilités-là d'aller plus loin puis d'avancer à travers ça? Non, c'est ça, mais comme tu as expliqué un petit peu auparavant, là, c'est mon histoire un petit peu atypique, c'est que moi, je suis pas passé par Moustique, puis oui, moi, je suis dans les petites ligues à Victoriaville. Euh, je vais dans les petites ligues à Victoriaville, là, on avait peut-être deux équipes à Victoriaville, puis on s'affrontait 2 fois par semaine. Je jouais avec mon frère, tu sais, mon cousin.
C'était tout du monde de Victo dans deux équipes. Puis des fois, si on était chanceux, on allait affronter l'équipe de Warwick puis Asbestos à 40 minutes. Là. OK. OK. Fait qu'on affrontait pas mal les mêmes joueurs pas mal tout le temps. Puis c'était plus pour le fun. Puis c'est, tu sais, mettons, c'était à 13-14 ans on a commencé à faire tu sais, des championnats canadiens, fait que, de représenter le Québec, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'équipes des petites ligues, là. Fait que, tu sais, les années que Notre-Dame-de-Grâce ou que Valleyfield n'étaient pas avec nous, ben, c'est une chance pour nous d'affronter Val-d'Or ou Rouyn-Noranda puis d'aller au championnat canadien. Fait que c'est un peu là que ça a commencé. Puis je dirais que oui, j'ai fait midget 3, mais je l'ai pas, c'était pas dans mon radar tant que je suis pas arrivé au voltigeur à Drummondville. J'étais arrivé au voltigeur à Drummondville secondaire 5. Euh, C'était Nicolas Guilbert là, qui avait rencontré moi puis deux autres joueurs de Victoriaville parce qu'ils voulaient commencer un programme au niveau du cégep. Puis nous autres, on est arrivés en secondaire 5 pour faire un peu le tremplin, vu que c'était pas une équipe officielle. C'était vraiment pour se préparer à l'année prochaine. En secondaire 5, c'est là que j'ai commencé à faire un peu plus de baseball. Je descendais les soirs de semaine pour les pratiques de Victoriaville après mon école. J'allais à Drummondville. Euh, Ça, c'est dans le début que tu commences à avoir une voiture et tout, puis tu fais un petit peu plus de voyagement. Mais c'est un peu là que ça a commencé, puis j'ai eu plus d'opportunités au niveau midget 3. Puis après le midget 3, c'est là que je me suis rendu avec les Aigles de Trois-Rivières où j'ai passé 5 très belles saisons. Ouais, ben, j'ai eu la chance, en fait, de te voir quelques fois avec les Aigles parce que, chose que peut-être que tu te souviens peut-être pas, parce que l'an passé, moi, je t'ai vu coacher avec les Aigles ici à Jonquière parce que j'étais l'annonceur maison des voyageurs depuis 2019, ce qui veut dire que je t'ai vu jouer à ce moment-là, puis ça me fait rire parce que l'an passé, je regarde la liste des noms avant d'annoncer une game, puis là, je te vois marcher sur le terrain, puis je me dis, mais ça, il me dit quelque chose, mais je suis pas capable de le replacer. Fait que là, je regarde la liste, puis là, je vois ton nom, je fais, hein, il est pas au collège américain, lui, j'étais tout mélangé complètement. Après ça, j'ai compris que tu coachais pendant l'été avec les Aigles dans cet été-là. Ça va être un autre partie qu'on va toucher tantôt parce que naturellement, là, le coaching, c'est pas la même chose que jouer, mais des fois, il y en a qui sont bons pour jouer et coacher, d'autres sont moins bons coachés, mais sont bons joueurs. Parce que depuis quelques semaines, disons que il y a beaucoup de gens qui m'écrivent en même temps, puis là, des fois, il faut que tu t'assures de suivre tout le monde de la bonne façon parce que là, ça va vite, là, des fois. Là. Effectivement, ça commence. J'ai écouté un petit peu des petits extraits là, depuis que tu m'as écrit, là, puis j'aime bien ça, là, J'apprécie, j'apprécie. Puis en plus, quand je t'ai écrit, je me suis dit, tu sais, il est rendu dans la Ligue majeure, tu sais, je sais pas s'ils vont comme réduire là, son champ de personnes à qui il peut écrire pour pas avoir nécessairement à tout gérer. Fait que je me suis dit, on va s'essayer, puis tant mieux si ça marche, puis sinon, ben, ça sera plus tard. Fait que quand tu m'as Non, dit ça me fait oui, là, plaisir. j'étais excessivement content. Là. Non, mon champ de vision va tout être aussi grand pour le Québec. Là. Je le rapetisserai pas. Là. Tant mieux, ça. Puis là, dans le fond, c'est ça. Tu étais à Drummondville avec Nicolas Gilbert. L'objectif, c'est d'ouvrir Oui. un programme avec le Cégep de Drummondville. Programme qui fonctionne super bien maintenant après quelques années là, d'ouverture. Non, Donc, effectivement. Fait que j'étais rendu là, puis dans le fond, secondaire 5, j'ai commencé à faire les pratiques. Première année de cégep, je rentre au cégep à Drummondville. Euh, pour moi, c'est différent. Je suis habitué de jouer contre deux équipes. Tu sais, je jouais avec mon frère, avec mon cousin. Euh, c'est, c'est comme ma première expérience d'un peu plus de compétition avant de rentrer dans le midget 3. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes eux autres qui arrivent du Bantam, tu sais. Fait que s'ils ont fait la classique Claude Raymond ou quoi que ce soit, moi, j'ai rien fait de tout ça, là. Moi, j'ai commencé à 11-12 ans, je jouais dans une petite ligue. Là, j'arrive à Drummond. Pour moi, c'est gros, là. C'est la grosse ligue pour moi. Fait que c'est pour ça que quand je continue à parler, qu'on va aller plus loin, quand on va être rendu un peu plus loin dans mon cheminement, je vais continuer à parler. Mais c'est pour ça que je pensais pas aux ligues majeures à ce moment-là. Là. Moi, c'est là que ça a un peu commencé. Après ça, midget 3. Puis c'est à partir de midget 3 que j'ai commencé à voir que, d'un, j'aime ça le baseball, fait que c'est sûr que ça l'aide, mais de deux, c'est là que je commence à me développer un peu plus en tant que lanceur. C'est, c'est ma dernière année où j'ai quelques apparitions au bâton. On voit que ça commence à déboucher un peu plus comme lanceur. J'ai beaucoup de difficultés de contrôle de ci, mais que je suis un jeune lanceur qui n'a pas fait face à beaucoup d'adversité à date. Là. Fait que, c'est
cette année complète-là, cette année-là, puis cet été-là, c'était un peu plus le début. Puis c'est un peu là que les Aigles de Trois-Rivières, ils m'ont vu. Puis ça a été un petit peu spécial comme période, parce que moi, j'étudiais à Drummondville, donc Quaticook pensait que j'étais à sa région, mais je venais de Victoriaville, puis Victoriaville appartient à Trois-Rivières. Puis ça, c'était dans le temps que c'était les repêchages de 17 ans, que tu protégeais deux joueurs de ta région, mais que Trois-Rivières, vu son petit territoire, mais il gardait tous ses joueurs de 17 ans, mettons. Fait que c'était dans ce temps-là. Fait que tu sais, Quaticook pensait me mettre sur un des deux joueurs protégés. Finalement, j'appartiens je viens de Victoriaville, j'appartiens à Trois-Rivières. Fait que c'était une période où que, que les Aigles, ils m'ont mis sur leur liste. Puis, dans le fond, là, pour être sûr qu'on se suit bien, t'es secondaire 5, tu es avec le sport études slash cégep. Là, les aigles de Trois-Rivières, fait que t'as un peu comme sauté le midget 3 ou il y a eu une période midget 3? Non, il y a une période Média 3 pendant cet été-là. C'est juste OK. que, ouais, c'est ça. C'est juste que pendant, tu sais, cet été-là, c'est là que j'ai commencé à lancer, puis c'est là qu'il y a des équipes juniors qui ont commencé à me voir plus dans cet été-là, Midget 3. Fait que dans le fond, t'as fait seulement un été midget 3 puis t'as sauté aux aigles de Trois-Rivières après. Ouais, en plein ça. Shit, OK. Il y en a gros qui font 2, 3 ans avant de sauter au junior élite, là. OK, Ouais, quand même. effectivement. Fait que là, t'as fait les Aigles de Trois-Rivières quand même de 2010. Oh, attends, je l'ai noté ici. Je vais Ouais, j'ai m'assurer de pas dire les dates exactes, ça va être 2017, 2000 2018. 2017 à 2021 avec les Aigles de Trois-Rivières. C'est ce qui est quand même très bon, surtout de rester avec la même équipe, parce qu'habituellement, quand tu es rendu 20, 22, le monde commence à penser à faire un échange pour aller rechercher des jeunes, puis toi, donner la chance aux plus vieux de peut-être gagner un championnat ou peut-être aller chercher quelque chose. Toi, tu as réussi à rester avec les Aigles de Trois-Rivières tout ce parcours-là. Comment ça a été avec les Aigles de Trois-Rivières? Ça a été une excellente expérience. Je dois beaucoup aux Aigles de Trois-Rivières parce que, comme j'ai expliqué, mes premières années de compétition, tu sais, c'était Midget 3, puis après ça, tu sais, mettons le cégep à Drummond. Puis après ça, de me rendre avec les Aigles de Trois-Rivières à ma première saison, c'était les lignes majeures. Je me rappelle de ma première sortie, là, vraiment pas bien été. Là. J'étais arrivé en relève. Je pense que c'est Jason Terapowski. Et on venait de l'acquérir de la salle. J'arrivais en relève, il avait lancé 5 excellentes manches. Puis, je tenais la balle dans mes mains, là, puis je la sentais pas partout, là, je shakeais. Là. J'ai jamais shaké de même de ma vie. Puis j'ai même pas shaké autant de même dans mes débuts professionnels. Là. Fait que c'était une grosse expérience. Puis comme j'ai dit, là, je dois beaucoup aux Aigles parce que pour moi, c'était mes ligues majeures. Là. C'est là que j'ai appris à faire face à l'université. J'ai une première grosse saison. Euh, Après ça, quelques problèmes de blessures, plus ma deuxième. Fait face à beaucoup d'adversité ma troisième saison avant de partir dans les collèges américains. Puis de voir que les Aigles ont toujours eu confiance en moi. Puis continuer à retourner sur le monticule ou quoi que ce soit, là, ça a été un gros plus dans mon développement. Là. Donc, à ce moment-là, tu fais quoi ça fait? Oh, je fais un calcul rapide. Quoi, c'est 5 ans, 4 ans, 5 Ouais, ans avec cinq ans. les Aigles de Trois-Rivières. Tu diriges au collège américain. À travers tout ça, tu as eu, si j'ai bien trouvé mes trucs, tu as eu comme une petite partie avec le collège La Flèche. Oui, en plein ça. Ça s'est passé à quel moment, là? Ah, parfait. Ben, je vais expliquer. Si on y va dans la chronologique, là, j'ai fait l'année secondaire 5 Drummond. L'été secondaire 5 c'est Midget 3. Après ça, euh, je suis allé dans ma deuxième année de cégep. Voyons, j'ai oublié de prendre l'année de cégep. Là, j'étais allé à Drummond parce que c'était ma première vraie année de cégep. Sinon, secondaire 5, tu sais, j'allais juste le soir pour les Mhm, pratiques. Puis mhm. après cette année-là à Drummond, puis quand j'ai fait ma première été avec les Aigles, l'été qui suivait ça, pour mon développement, c'était mieux de continuer avec le Collège La Flèche. J'ai beaucoup de respect pour toutes les personnes à Drummond, mais il y avait eu beaucoup de changements d'entraîneur dessus. Puis rendu avec les Aigles de Trois-Rivières, moi, je voulais faire tout à une place, puis être sûr de pas faire trop de voyagement ou quoi que ce soit. Puis en sachant que j'étais avec les Aigles pendant l'été, ben,
j'allais avec le Collège de la Flèche pendant l'année. Tu sais, j'allais suivre les mêmes personnes, les mêmes entraîneurs. Puis ça a été une très bonne décision, ça aussi pour moi. Fait que j'ai fait le Collège de la Flèche pour mes années des Aigles. J'ai fait année Cégep 2 puis Cégep 3. Puis c'est pendant mon année de Cégep 3, qui était ma deuxième avec les collèges de la Flèche, que j'ai signé une lettre d'intention pour aller dans un junior college, qui était l'autre grosse étape. Puis beaucoup de gens connaissent un peu le parcours des gens à l'ABC parce que souvent les gens vont se diriger faire des tournois aux États-Unis, puis c'est là qu'ils se font voir pour être potentiellement signer une entente avec un collège. Au collège La Flèche, comment il fonctionne pour vous faire voir par ces collèges-là américains et vous donner une chance d'aller aux États-Unis? Là, effectivement, au collège de la Flèche, ça, on a un tournoi, là. C'est un tournoi pendant mars, mais c'est beaucoup au niveau de vidéo puis d'une plateforme qui s'appelle Field Level Prospect. Fait Fait que nous autres, pendant les pratiques, tu sais, mettons journée bullpen, ben, tu prends quelques vidéos, puis tu mets ces films-là sur la plateforme, puis il y a plein d'entraîneurs d'un peu partout qui peuvent les voir. Souvent, c'est pas des collèges aussi renommés que quand tu vas dans des tournois avec l'ABC sur place. Fait que, pour moi, j'avais eu quelques options au niveau de JUCO, puis c'était la meilleure marge de manœuvre pour moi pour juste aller là, de me développer, puis d'aller chercher un certain aspect compétition aux États-Unis. Puisque moi, je n'avais pas eu l'opportunité de faire beaucoup de tournois aux États-Unis. On en avait un par année. Fait que c'était beaucoup de vidéos. On était une couple de gars, 4-5 chums qui étaient à la bibliothèque, qui s'assuraient que nos vidéos ils étaient transférées sur l'ordi, qu'on avait bien posté, puis qu'on envoyait nos lettres à plein d'entraîneurs. On avait une liste Excel. Je pense que les gars, ils l'ont encore, là. Euh, Puis on envoyait nos lettres pour dire, tu sais, je suis intéressé à ton collège, voici mes statistiques, voici mes vidéos, écris-moi à telle adresse si tu es intéressé, tu sais, le genre de lettres comme ça, là. Fait que c'est beaucoup de personnel à personnel, puis il faut faire avec ce que tu as, comme on dit en bon vieux québécois, là, on n'a pas les mêmes opportunités qu'un programme comme la BC, mais ils m'ont donné beaucoup de bagages pour m'aider dans ce processus-là. Tu as découvert aussi beaucoup d'autonomie à devoir faire ça par toi-même. Tu sais, c'est pas beaucoup de gens qui seraient capables de le faire parce que t'écris. C'est d'écrire et d'écrire et d'écrire. Des fois, de te faire dire non, des fois, de te faire dire ah oui, puis finalement, tu sais, il y a comme beaucoup de refus, des fois, des fois, tu te fais accepter tout d'un coup, mais je trouve que c'est bien de te donner un peu d'autonomie, de dire faut que tu le fasses toi-même pour réussir à te rendre là. Puis tu es encore plus fier quand tu réussis à signer puis à te dire hey, j'ai travaillé, j'ai réussi, puis là, on passe au prochain niveau. Non, effectivement. Tu vas Fait que être. ma première. Oui, Ah, vas-y, 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 vas-y. excuse-moi. Fait que c'est ça, fait que non, j'avais juste rajouté un petit quelque chose, là. Fait que ma première année de JUCO, euh, ma- ça a été l'année qui suivait ma troisième été avec les Aigles. OK. Fait qu'on, je vais te laisser parler, mais après ça, on va continuer juste pour être sûr que c'est pour ça que, tu sais, avec les Aigles, mettons, voyons, les gars de collège, tu sais, ils reviennent plus tard, ils partent plus tôt, fait que pas fait beaucoup de séries, mais qu'on va expliquer un peu plus dans la chronologie. Ben, la seule question en fait que j'avais, parce que ce que j'ai réussi à trouver parce que j'ai trouvé que tu jouais avec l'Université du Missouri avec les Tigers, puis quand j'ai essayé de trouver l'équipe de collège ou de JUCO que tu as joué, ce que j'ai trouvé, c'est le Area College. OK, En vrai, ça. je voulais être sûr, parce que là, je cherchais, puis je me disais, Colin, c'est ça la bonne chose? Fait que je me suis dit, je vais lui poser la question pour être sûr, des fois, tu sais, qu'il y a une confusion. Des fois, j'ai peut-être pas écrit le bon Nathan Landry, puis quelqu'un d'autre qui est apparu, tu sais, on sait Non, jamais. effectivement, t'as le bon collège. Fait que j'ai fait mes deux dernières années de cégep au collège La Flèche. Puis ma dernière année, c'est là qu'il y a un plus grand processus de recrutement, là. J'ai eu quelque intérêt à pouvoir avoir envoyé ces lettres-là. Puis l'un des collèges qui m'écrivait le plus, puis qui était tu sais, qui poussait beaucoup, c'était le Mineral College. Puis j'avais parlé un peu avec mes entraîneurs, puis on n'avait pas entendu parler beaucoup, mais cette équipe-là jouait dans une très bonne conférence de frappeurs. C'est un collège qui est jeune, qui a eu deux très bonnes dernières saisons. Euh, Fait que je me suis dit, c'est une équipe qui a confiance en moi. J'ai eu des bons pour parler avec en anglais, là, le recruiting coordinator. Euh, j'avais un bon scholarship.
full scholarship. Fait que je me suis dit pourquoi pas. C'est une très belle opportunité dans un JUCO. Ça se fait un peu plus facile. Il y a plus d'opportunités de scholarship dans un JUCO international, des bonnes notes ou quoi que ce soit. Je me suis dit pourquoi pas. Je me suis dit, je veux quelqu'un qui me voit à ma valeur, puis je sais que quand je vais être rendu là, je vais avoir à me battre pour un poste ou quoi que ce soit. Mais juste de voir un collège qui s'intéresse à toi, ça a été un boost instantané. Fait que, je me suis pointé à Mineral College, un petit jeune de Victoriaville qui n'a pas trop d'anglais dans son bagage, qui a quelques cours de seconde langue, mais qui va vivre l'opportunité. Puis je suis tout le temps allé là dans la tête que si ça ne fonctionne pas, ben au moins j'aurais essayé. Puis c'était un peu le mindset que je suis allé. Ben, c'est bien parfait parce que, tu sais, il y en a quand même beaucoup qui n'ont pas eu cette chance-là de jouer au collège américain. Tu sais, il y en a beaucoup qui rêvent de le faire, mais c'est pas tout le monde qui a la chance de le faire. Fait que juste le fait d'y être allé et de vivre l'expérience, tu sais, c'est déjà quand même une partie de ton parcours que tu peux dire, ben moi, je l'ai fait, je suis allé voir ça, je l'ai joué, je l'ai vécu. Puis à ton arrivée là-bas, c'était quoi un peu la mentalité de l'équipe? Ils t'ont-tu dit, t'arrives ici, puis finalement, t'es sur le banc, puis tu regardes le monde faire pendant un an et demi, ou ils sont arrivés, puis on dit, on a des gros plans, on veut qu'il se passe ça, ça, ça. Comment ça s'est passé? Les premiers jours étaient spéciaux un peu parce que dans le fond, JUCO, c'est pour les téléspectateurs ou ceux qui écoutent qui connaissent un peu moins ça, là, c'est des freshmen puis des sophomores souvent. Là. Fait que c'est dans tes 2 premières années, tu sais, t'as la moitié de ton club qui est un peu vétéran, qui était là l'année d'avant, puis t'as la moitié du reste de ton club, l'autre moitié, qui est complètement nouveau. Là. C'est plein de nouveaux joueurs. Fait que moi, j'arrive là, je sais c'était dans une petite ville qui s'appelle Park Hills, Missouri. C'est au Missouri, c'est à 1 heure au sud de Saint-Louis. Fait que moi, j'atterris en avion à Saint-Louis, puis là, j'ai des coéquipiers qui sont supposés venir me chercher pour m'emmener au collège. Fait que moi, j'essaie de parler en anglais au téléphone. Ils me disent que dans telle couleur d'auto, on est là. J'embarque dans la voiture. C'est 3 de mes coéquipiers qui viennent me chercher. Puis là, ils commencent à me poser plein de questions en anglais. Là, moi, wow, 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 tu sais, mon anglais n'est pas excellent, là, tu parles un peu vite. Euh, je viens de telle place, si, commence à discuter. J'arrive à mon collège 1 heure plus tard de discussion. Tu sais, des gars vraiment, vraiment nice. Tu sais. Les coachs ont probablement écrit puis dit ah, on a un qui vient du Québec, Canada. Il parle pas trop anglais. J'arrive là, on a 8 Canadiens, deux gars des Pays-Bas. Tu sais, on a de partout. Là. C'est une petite ville au Missouri, mais on a des joueurs de partout. Là. Un de la République dominicaine. On a les Nations Unies là, dans le club. Là. Fait que j'arrive, ils viennent me porter à ma chambre ou quoi que ce soit, puis là, boum, genre 15-20 gars de l'équipe qui viennent, salut, tu sais, ça c'est mon nom, ci, ça. Là, je dis, waouh, mais au début, je les écoute parler, puis je me dis, hey, je comprends à moitié ce qu'ils disent. Ça allait trop vite, mais il y avait beaucoup tu sais, d'émotions, d'adrénaline aussi. Tu sais, que c'était mes premières heures là. Puis je dis souvent cette histoire-là que je pense que mon premier mois, j'ai dit 4-5 probablement phrases au complète en français. Là. Puis en anglais, je veux dire, parce que tout passait en français. Là. Fait que ça a été une expérience un peu alerte. Fait que j'imagine qu'au niveau des entraîneurs, pour revenir à ta question, tu sais, c'est une belle marque de confiance de voir que, tu sais, ils veulent être sûrs que je sois tout correct. Puis je me rappelle tout de suite à ma première pratique, c'était beaucoup de. Première pratique, on avait un talk, puis tu sais, c'était un peu dire ton nom en avant, puis tout. Puis le coach m'avait dit, t'es pas trop, tu sais, mettons, il m'avait regardé, il dit, t'es pas trop fatigué du changement d'horaire ou quoi que ce soit, mais j'ai dit, on a 1 heure de différence, tu sais, c'est pas super. Il pensait que je venais comme les deux gars du Pays-Bas ou quoi que ce soit, là. Fait que, non, ça avait été bien drôle, puis de juste, après cette première pratique-là, tu sais, que le coach essaie de te parler un peu, puis la communication, c'était difficile au début, là, parce que je savais ce que je voulais dire, mais tu sais, c'était un peu cette traduction-là de français à anglais que je pensais un peu beaucoup trop, là. Puis sinon, au début, c'est beaucoup de matchs intra-équipe. Au début, tu sais pas c'est où tu te situes, tu vas-tu être le banc, tu vas-tu jouer, mais c'est beaucoup de matchs intra-équipe. C'est un peu la façon que les coachs commencent à voir un peu qui est dans leur soupe ou non. Là. Puis à ce moment-là, on parle
d'un lanceur, tu lances à quelle mille à l'heure, sais-tu comment, es-tu dominant, tu dis-tu j'ai beaucoup de choses à apprendre pour me rendre où je veux que je sois rendu comme lanceur. On parle de quelle situation? Moi, l'année auparavant, avec les Dragons, c'est là que j'avais touché 90 000 à l'heure pour la première fois. Donc, en tant que gaucher, toucher 90 pour la première fois, c'est sûr que c'est un gros step, mais ceux qui ne connaissent pas nos bras, on n'est pas des robots, là. C'est pas parce que tu touches 90 une fois que tu connais aussi bien ton corps pour répéter un peu ce mouvement-là, puis de répéter ces mécaniques-là. Fait que je te dirais qu'au niveau constant, ma première année de JUCO, j'étais peut-être à 85 à 87 000 heures, ce qui était très bon au niveau gaucher. Puis c'est pour ça que les coachs, ils me voyaient bien dans leur souple. Un gaucher comme ça, ils n'avaient pas eu beaucoup dans leur collège, là. Puis j'ai tout le temps été un petit gars qui était passionné d'un par la balle, mais aussi qui aimait beaucoup rechercher sur le baseball. J'étais très avancé par mes lectures, par mes recherches, puis ça, tous les soirs, j'en revenais, puis j'essayais d'en apprendre plus un peu, que ce soit au niveau mécanique, au niveau de la game. Puis, c'est sûr que j'avais juste le bagage au niveau des aigles, mais de jouer contre des gars plus vieux, d'arriver comme lanceur partant avec les aigles à 18-19 ans, puis d'avoir un grand rôle dans ces 2 années-là, contre des joueurs de 21-22 qui ont de l'expérience dans les collèges, ben ça a été un step de plus pour moi quand je suis arrivé au niveau collégial, puis qu'au niveau du JUCO, on a tous pas mal la même âge, là. Il n'y a pas de grand écart, là. Fait que c'est un peu là que je me situais au niveau 1000 à l'heure, puis au niveau mentalité, là. Tu parlais des recherches que tu faisais quand tu t'arrivais chez vous. Quel type de recherche, à savoir la raison pourquoi ton bras passe à cet angle-là quand tu lances, c'est quoi que tu recherchais un peu? C'était beaucoup au niveau mécanique des jambes. Je regardais beaucoup des entraînements de vidéos de n'importe quel joueur de baseball. Puis j'ai tout le temps regardé un peu, là, c'est niaiseux, j'ai regardé un peu Robbie Rowe, là. Il a joué dans la Ligue Canam, puis dans la Ligue Frontière contre les Aigles. Puis c'est un gars qui parle pendant ses play catch pour un peu ce qu'il veut sentir ou quoi que ce soit. Puis, niveau Juco, je regardais beaucoup ses vidéos. Je continue à le regarder un peu. Puis, tu sais, je regarde un peu de tout le monde, mais c'est vraiment lui que j'ai commencé à regarder parce que lui, il avait un micro pendant ses play catch. Il expliquait beaucoup ce qu'il essayait de faire. En même temps, ça pratiquait mon anglais parce qu'il parlait en anglais. Fait que je devais faire la traduction ou quoi que ce soit. Puis, c'était beaucoup d'avoir différentes perspectives de différents lanceurs. Fait au niveau des recherches, au niveau de la lecture, c'était un des moyens les plus faciles pour essayer d'en apprendre un peu plus sur mon corps, comment répéter mon mouvement, puis un peu plus dans cette mentalité-là. Et dans tes années au JUCO, qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans ces 2 années? T'as fait quoi, 3 ans, 2 ans? Oui, j'ai fait 2 ans. Ben, ma première année, c'était l'année COVID, que OK. c'était saison écourtée. Euh, Fait que ça, c'est sûr que c'est un peu un choc, là. Tu sais, c'est première saison aux États-Unis, saison annulée. Tu reviens au Québec, tu sais, on a un peu vécu tout le monde de la même façon, le COVID, là. Bref, fait que entre ces deux saisons-là, je pense que le plus grand choc, ça a été moi qui qui doit continuer à lancer, puisque dans ma tête, je retourne assez vite. Euh, Fait que je continue à lancer, je suis dans ma cour en arrière, j'ai un but de hockey. Puis j'ai j'ai une planche de bois avec une zone de prise comme un gant. Puis j'ai des drills de lancer, tu sais, je continue mon entraînement. J'ai un mini gym chez nous, pas grand poids, mais je fais ça tous les jours. Je continue, puis je veux vraiment m'améliorer. Puis c'est vraiment être plus au niveau mécanique, un peu plus top, dans le sens que je veux répéter mes mouvements, fait que je veux lancer beaucoup. Fait que moi, pendant COVID, j'ai un but de hockey avec une planche de bois, puis je lance. Fait que ça a été, je pense, c'est au niveau plus grand choc, parce que je m'attendais rien à ça de ma première année de JUCO, là. Moi, je pensais encore là, c'était plus compétition. J'allais aller là, puis peut-être un petit peu de visibilité de certaines universités, mais boum, ma première saison complètement annulé. On s'en va en match de conférence. OK, quand même. Tu sais, ce qui est le fun à savoir, c'est que tu n'as pas eu besoin de grand-chose pour rester en forme puis rester actif pendant la Non. COVID. T'as juste une planche de bois, ton but.
Puis l'obsession de vouloir s'améliorer, je pense que dans les derniers balados que j'ai faits avec des joueurs et joueuses qui veulent se rendre plus loin, la métaphore qui revient le plus, c'est être obsédé par le fait de vouloir être meilleur à Mm. chaque fois, puis de trouver la raison de qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer. Je pense que c'est Raphaël Pelletier, quand je l'ai eu en balado, il me disait, ma première année, j'étais redshirt, j'étais assis sur le banc, puis tout ce que je faisais, c'était m'entraîner, frapper des balles, puis toujours trouver le moyen de m'améliorer, puis de trouver qu'est-ce que je peux faire de mieux. Je pense que c'est le conseil que je donne à beaucoup de gens, des fois, j'en parle avec des gens ici au Québec qui jouent au baseball, qui se posent des questions. Je leur dis, tu sais, la phrase la plus régulière, c'est je vais toujours trouver le moyen d'être meilleur, puis d'avancer, puis de trouver qu'est-ce que je peux faire de mieux pour devenir un meilleur joueur de baseball. Puis je pense que c'est les meilleurs conseils qu'on peut donner aux gens, parce que tu n'as pas eu besoin de grand-chose. Tu as besoin d'un but, une planche de bois pour une cible, puis juste lancer, t'entraîner un petit peu, Ouais. puis de faire la répétition. Puis, Puis comme on le sait, le baseball est un sport de répétition. Il faut que tu le fasses des effectivement. centaines et des centaines de fois pour réussir à catcher le bon mouvement puis le faire comme il faut. Puis même là, ça garantit même pas de l'avoir, parce que même encore aujourd'hui, tu as encore des difficultés avec quelques Mhm. mouvements ou quoi que ce soit. Là. Fait que, non, ça a été. Je pense qu'au niveau physique, je pense que Juco, ça va être un plus, dans le sens que, oui, ça améliore ton caractère. On a fait des courses avec des briques sur la tête et des briques dans le dos que tu tiens comme ça. Puis, tu sais, c'est vraiment, tu regardes ça, puis je parle à ça des coachs au Québec, puis tu sais, c'est drôle, mais tu sais, c'est un peu typique du Juco dans le sens que c'est tout pour ton caractère, là. Ça développe tellement ton caractère, niveau physique. Pour moi, c'était dans les premières années que je m'entraînais un peu plus fort. Tu sais, j'avais tout le temps des entraînements, mais c'était jamais au niveau poids plus élevé, là. Fait que c'est un peu là que ça a commencé à avoir des plus grands chiffres au niveau physique, un peu plus de masse. Fait que Juco m'a vraiment aidé au niveau physique. Puis ma deuxième année de Juco, si j'ai deux mots, c'est challenge puis adversité, là. Ma deuxième année de Juco, je pense que ça a été une de mes plus difficiles au niveau des chiffres, mais je pense que ça a été la celle qui m'a aidé le plus à comprendre un peu, parce que là, on va s'en aller, prochaine étape, c'est l'Université du Missouri, mais développer un peu plus au niveau psychologique. Parce que c'est bien beau au niveau physique, avoir tout puis vouloir te dépasser, mais c'est aussi pratiquer plus au niveau mental, puis au niveau psychologique, cette approche-là, c'est quoi, mettons, en tant que lanceur, en tant que joueur de baseball. Puis sans cette saison-là difficile au JUCO, mais j'aurais jamais appris ça l'année d'après avec le Missouri, là, qui a fait, je pense, la grosse différence avant le repêchage, sans le savoir à ce moment-là. Là. Mais en regardant 2 ans plus tard, sans cette saison-là, je pense pas que je serais ici. Puis, tu sais, c'est bizarre à dire, puisque ça a été ma saison avec les chiffres les, les moins bons, là. Les moins bons chiffres que j'ai jamais eus. Là. Puis, pour certains qui nous écoutent, là, c'est un 6,35 d'IRA. Ça veut dire que tu donnes 6 points aux 9 manches en tant que lanceur partant. C'est pas trop ça que tu veux. Euh, J'avais des bons strikeout walk ratio, mais je donnais beaucoup de circuits, beaucoup de points. Puis ça a été d'apprendre un peu plus au niveau psychologique, à savoir la différence entre quand la balle elle sort de ta main, là, que tu contrôles un peu moins ça, mais je vais en parler un peu plus plus tard. Mais juste un petit aparté là, à ce bout-là, parce que tu sais, euh, dans les années où mon père a travaillé pour Baseball Québec, il a travaillé avec le baseball féminin et ils ont eu une préparatrice sportive en tant que telle, c'est qu'elle était tout le temps présente sur le banc pour quand il arrivait justement des moments où tu es sur le monticule, tu donnes deux circuits, puis ça va pas bien, tu arrives au banc, tu jases avec la préparatrice, puis elle essaie de te ramener pour te dire hey, là, faut que tu retournes au bâton, faut que tu aies frappé un coup sûr parce qu'on perd par deux, puis il y a deux personnes, c'est but. Est-ce que dans les JUCO, vous aviez accès à quelqu'un qui peut un peu vous parler puis vous aider à rester concentré ou c'était beaucoup de choses par vous-même de dire OK, là, ça fait 4 games que je lance puis ça va pas bien puis je vais essayer de revenir en force pour la prochaine partie que je vais lancer? Non, c'est ça. Du coup, on n'avait pas cette opportunité-là. Tu sais, c'est des petites écoles, un peu moins de revenus. Euh, Puis c'est là que, tu sais, en termes anglais, je mets les coachs, là, que j'ai struggle beaucoup, là. J'avais pas. Puis tu sais, c'est bien beau les coachs qui essaient de te parler, mais tu sais, as besoin de personnes un peu dans dehors de cette atmosphère-là, dans le sens que à l'Université du Missouri, dans le fond, quand j'ai, j'ai commit en début de ma deuxième année, fait qu'avant ma saison, j'ai struggle. Ça, c'était aussi quelque chose que, crime, j'ai commit dans une grosse université. Là, j'ai de la difficulté. Qu'est-ce qui va arriver l'année prochaine? Là,
j'étais arrivé à l'Université du Missouri avec un bagage de 2 années de JUCO que j'étais partant. Euh, J'avais eu une saison difficile, mais après ça, je suis revenu au Québec. Puis l'important, c'était vraiment d'un peu oublier tout ce qui était autour, puis de se concentrer un peu plus sur tout ce qui se passe avant que tu lances la balle au lieu de penser à ce qui se passe après avoir lancé la balle. Un peu ce mindset-là de ce que tu contrôles puis ce que tu contrôles pas. Puis c'était au Missouri pendant ma saison euh, d'automne puis de printemps. Tu sais, la saison d'automne, c'est beaucoup de pratique, beaucoup de matchs intra-équipe. C'est là qu'on a commencé à avoir un peu plus d'accès euh, à une préparatrice sportive. On parlait beaucoup de plan de match plus au niveau mental, puis des fois, on ne pouvait même pas parler de baseball pendant 1 heure. C'était juste un peu plus approche mentale, approche psychologique. Puis ça, c'est vrai, ça a fait une grosse différence puisque j'ai continué à l'avoir une fois par semaine euh, pendant le printemps. Là. J'ai eu 2 sorties plus difficiles pendant le printemps. Tu sais, j'ai recommencé à y parler, puis c'est important de pratiquer ton mental autant que tu pratiques ton physique. Je continuais à m'entraîner fort, je continuais assis, mais je pense que la grosse différence, c'est au niveau mental, un peu, c'est d'avoir ça, cette approche-là. Puis, si tu n'as jamais parlé à une préparatrice sportif ou quoi que ce soit, là, moi, c'était un peu tabou dans le sens que, comme j'ai des difficultés, il faut que je parle à quelqu'un, mais ça a été vraiment une grosse partie de ma game là, en anglais, là, dans le sens que comment que j'approche un peu cette mentalité-là. Là. Fait que c'était plus à l'Université du Missouri, j'ai un peu plus de support là-dessus. Et tu disais que c'était plus tabou un petit peu. Qu'est-ce qui était plus difficile pour toi à parler avec elle? Parce que tu sais, si t'étais pas habitué de dire à quelqu'un qui t'aide à améliorer ton approche psychologique, qu'est-ce qui était difficile de dire? Tu sais, des fois, de dire quelque chose à un psychologue ou à quelqu'un qui peut t'aider pour faire une réflexion sur quelque chose, des fois, il y a des choses qu'on a de la misère à dire. Toi, c'était quoi qui était pas évident de parler pour réussir à mieux à faire une meilleure approche au monticule? Ah, ça, c'est sûr. Moi c'était en tant que passionné puis compétitif, c'était dur d'avouer, de dire que j'ai des difficultés. Ça va pas bien, j'ai des difficultés, mais ça, c'était comme la première étape en disant que je veux m'améliorer. Je veux m'améliorer, j'aime beaucoup trop cette game-là, le baseball, pour me laisser abattre par des mauvaises sorties. Fait que je veux vraiment en parler, puis être capable de faire le saut à la prochaine, puis de voir pourquoi ces choses-là y arrivent sur le monticule. Euh, Fait que pour moi, ça a été beaucoup de talk, de petits talk, mais il ne faut pas oublier, là, je parle beaucoup de ça, mais des mauvais matchs, ils vont encore arriver. Là. J'en ai eu un cette semaine. J'ai une bonne réponse à mon deuxième. C'est un peu ça. C'est qu'est-ce que tu contrôles sur le monticule, qu'est-ce que tu contrôles un peu moins. Puis en tant que compétitif, passionné, c'était vraiment, je pense que c'était vraiment difficile puis plus tabou de dire ben, j'ai de la difficulté, j'ai besoin d'aide. C'était un peu plus ça, parce que c'était pas autant parlé. Là, je sais que dans les dernières années, Baseball Québec, tu sais, au Québec, on le fait beaucoup plus. J'ai de l'aide ici au niveau professionnel. Là. Je parle encore beaucoup aux représentants disent mental skills, là, un peu. Euh, je continue, parce que je pense que c'est une partie importante de ta game, ça fait une grosse différence. Et avant qu'on tombe dans l'université avec les Tigers du Missouri, j'aimerais savoir, parce que tantôt tu as dit, en fait, ma perception de la chose, c'était à ta deuxième année, vers la fin de la deuxième année, c'est là où on commence à te dire, il y a des universités qui s'intéressent à toi, puis tu as une chance d'aller plus haut parce qu'il y en a qui s'intéressent. Toi, tu dis que ça s'est fait avant ta deuxième année. Ouais. Donc, tu as vécu comme ta première année JUCO, c'est beaucoup d'expérience, puis là, rendu avant la deuxième, tu as réussi à signer une entente avec le Missouri. Comment ça s'est passé? Parce que là, tantôt, tu nous disais avec les aigles, pas les aigles, avec le dragon, les dragons de la flèche, beaucoup de choses que tu as faites par toi-même pour réussir à te rendre au JUCO. Là, comment ça s'est passé rendu au moment où est-ce que tu veux aller dans une université américaine puis faire le saut au prochain niveau? Ouais, là, j'ai eu beaucoup d'aide de ce niveau-là de mon entraîneur puis de mon coordinator au JUCO. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec le COVID, il y a comme une dead period, qu'on dit une période morte, que tu n'avais pas le droit de signer ou quoi que ce soit. Puis j'ai l'impression, quand que ça l'a ouvert, ben, les équipes qui avaient des joueurs en tête, ils ont pas perdu de temps cette année-là. Moi, ça a commencé durant l'été. J'étais avec les Aigles, avant un match, je recevais des appels d'université.
Puis ça a été une période un peu plus, une période folle pour moi parce que je n'étais pas habitué à ce genre d'attrait-là. Tu sais, j'ai pas passé par des programmes puis tout, puis de voir des programmes d'envergure comme ça, j'étais wow, là, je dois m'asseoir, j'ai besoin d'aide de quelques entraîneurs, de ci, de ça, pour être sûr de faire une décision qui est plus réfléchie. Mais ça a été vraiment une période folle de ce niveau-là. J'ai reçu plusieurs appels pendant l'été. Puis moi, j'ai décidé d'attendre, je voulais patienter. Tu sais, j'étais pendant l'été, je n'étais pas retourné à l'école encore. Je voulais vraiment m'assurer que je retourne sur les bancs d'école au Missouri College pour ma deuxième saison pour prendre une décision. Puis quand l'Université du Missouri, les Tigers, ils m'ont écrit avec une offre que je ne pouvais pas refuser que, tu sais, oui, on est en début de saison, mais si cette offre-là va pas à moi, elle va peut-être à un autre. Moi, j'ai dit, dans la vie, quand l'opportunité s'offre à toi, ben, tu l'as toujours pris, puis je l'ai pris. Puis en même temps, je me suis dit, oui, tu sais, je veux penser à ma saison, mais en même temps, tu sais, pour l'année prochaine, c'est une belle marque de confiance des Tigers. Puis, fait que moi, dès qu'ils m'ont fait ça, je pense que c'était en octobre, mi-octobre, j'ai signé tout de suite. Et là, tu dis que c'est un offre que tu pouvais pas refuser. Mm. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de qu'est-ce que c'est comme offre? Peut-être des choses que tu peux pas nécessairement dire, mais peux-tu nous parler un Ouais, peu de aussi comment ça fonctionne? Parce que, tu sais, dernièrement, quand j'ai parlé avec certaines personnes qui ont passé au balado, et c'était des choses qu'ils pouvaient pas dire parce que c'était des choses qui allaient se produire dans le futur. Donc, il y avait des choses qu'ils pouvaient pas dire. Toi, ça s'est déjà produit. Il y a peut-être des ouais, choses que tu peux nous partager pour aider aux gens à comprendre comment ça fonctionne une offre pour une université ou même les JUCO, tu sais, comment les offres ouais. fonctionnent, que les écoles offrent pour que tu puisses venir jouer à leur école. Non, effectivement, tu sais, il y a des universités qui ont plus de revenus, mais il y a beaucoup de règles au niveau NCAA, là, pour ceux qui connaissent un peu moins ça. Fait que quand on parle d'université américaine, on parle de NCAA, puis quand on parle de JUCO ou plus de petits collèges, c'est le NJCAA. Fait que NCAA, dans le fond, là, c'est qui ont un peu une limite de scholarship, puis ils se basent beaucoup plus sur de ce que j'ai compris. Moi, ce qui m'a aidé beaucoup, c'est au niveau des notes. Euh, Vu que j'avais des notes aux États-Unis dans mes deux premières années, ben, ils pouvaient se transférer, puis je pouvais avoir un scholarship qui était plus académique. Sinon, ils ont aussi des opportunités de scholarship que tu vois souvent qui sont plus athlétiques. Puis moi, en ayant des bonnes notes, avoir, puis d'avoir été dans un JUCO qui était au Missouri, en allant dans une université au Missouri, en étant un étudiant international qui vient du Canada, mais j'avais beaucoup d'argent de ce côté-là, qui m'aidait un peu à aller chercher un peu moins de cette scholarship athlétique que d'autres joueurs avec des moins bonnes notes ont peut-être plus de besoin s'ils veulent vraiment le joueur. Fait que moi, ça a été vraiment au niveau académique, le fait que j'étais allé dans un JUCO Missouri. Puis après ça, c'est ça qui, quand c'est venu compléter mon offre, ben, qu'il n'y avait pas à payer beaucoup pour avoir un full scholarship. Mais tu sais, ça n'a pas été un full scholarship d'athlétique, c'est qu'au niveau académique, puis au niveau international, puis le fait que j'étais dans un JUCO dans cet état-là, ben, ça l'a vraiment aidé à bonifier l'offre. Fait que pour moi, c'était même pas proche des autres offres que j'avais, là. Fait que ça a été un no doubt. Puis au niveau université américaine, la seule affaire que tu peux pas payer, c'est ton appartement qui est hors campus. Vu que tu es rendu un troisième année qui est un junior ou un quatrième année que tu es un senior, ben tu n'habites plus dans les dorms qui sont pas loin de l'école, mettons. Là. Tu habites en appartement hors campus. Fait que c'est la seule règle qu'ils peuvent pas payer. Mais à part ça, tout était fourni par l'école. Là. Fait que ça me dérange moins d'en parler là. Ça a été une belle opportunité. Puis c'est sûr que c'est un peu tabou, tu sais, parler de ça un peu, mais j'aime ça le partager parce que ça montre un peu que tu sais, mes notes à l'école au JUCO, mais ça l'a aidé à avoir une bonne offre au niveau université américaine. De ce que je comprends, tu es quand même quelqu'un qui est bon à l'école, qui se débrouille bien. Tu as étudié dans quoi, autant au JUCO qu'à l'université? Parce qu'à l'université, j'ai vu que c'était, je pense, en admin. Oui, en plein ça. Puis, au, Business Administration, en plein ça. puis dans le fond, ça t'apportait quoi, ça, cette étude-là? Est-ce que ça te permettait de, je sais pas, de devenir entrepreneur? Ça te permettait de devenir quoi par la suite? Si jamais, exemple, on arrivait à la fin de tes études à l'université, puis finalement, tu te faisais pas repêcher, cette étude-là te permettait de faire quoi après?
Ah, effectivement, ben, j'étais allé chercher un certificat justement en Business Administration plus au JUCO. Ça, je vais te dire, ça sert pas au Québec, ça sert pas à grand-chose. Mais là, je finis mon degree en business. J'étais allé vraiment abroad, là, Business Administration. J'ai pas fait ma 5e année pour aller me spécialiser, que ce soit en finance ou marketing. Ça, c'est peut-être quelque chose que je vais faire si jamais le baseball, ça ne fonctionne pas, puis que je dois aller chercher cette avenue. Mais je finis mes études justement de ce degree-là cet été. Il me reste juste, j'ai fini ma session la semaine dernière. J'ai continué mon école pendant la dernière année. Là. J'avais 3 cours cette session-ci que je continuais avec le baseball. Puis il me reste un cours d'été de 8 semaines qui commence pendant la semaine de juin. Puis après ça, j'ai mon degree. Fait que, en ayant ça, au moins, je vais avoir mon diplôme. Puis je pense que c'est plus aux opportunités, que ce soit des compagnies ou quoi que ce soit. Là, j'espère beaucoup continuer avec, si vous avez entendu, le Baseball 300, là, que c'est une belle avenue là, que Hmm. j'aime beaucoup partager mes connaissances. Puis, tu sais, avec ce diplôme-là, ça peut être une avenue pour moi. Tu sais, le français, anglais qui est bien maîtrisé maintenant, ça peut être une autre opportunité. Mais pour moi, c'était très important de finir mes études puis de m'assurer que j'ai un plan B, dans le sens que je puisse me concentrer sur le baseball. Mais j'ai tout le temps été quelqu'un qui aimait étudier, que ce soit le baseball, que ce soit en général la lecture, c'est quelque chose qui fait partie un peu de ma routine.